Emma-voisine-la-sorcière. Épisode 12. Je demeurais toujours dans l'incompréhension la plus totale devant ce que cette femme était en train de me dire. Ce qu'elle me racontait avait tellement l'air absurde que je continuais à croire dans mon esprit qu'elle n'était pas sérieuse et qu'elle me faisait une blague que j'avais plutôt l'air de mal comprendre, alors je rétorqua une autre fois. Yolande, vous êtes en train de me faire une blague, c'est ça? Et je l'air de plaisanter? Je suis très sérieuse. Yolande, mais vous vous entendez parler? Vous me demandez de vous remettre les mêmes billets que vous m'avez remis, mais comment je pourrais le faire car j'ai déjà utilisé cet argent depuis fort longtemps? Quelle différence faites-vous entre l'argent que j'ai ici et celui que vous m'avez remis? Je n'ai pas besoin de te donner des explications. Tu les as ou tu ne les as pas. Si tel est le cas, alors notre marché est clos, dans le cas contraire je suis navrée. Je commençais sérieusement à m'inquiéter, l'attitude de cette femme commençait à me faire peur, j'avais l'impression d'être en face d'une histoire louche. J'avais déjà entendu parler de ce genre de situation, mais j'étais loin de me douter que je serais à mon tour un jour face à ce genre de choses. Je commençais à avoir les sueurs froides et je ne savais vraiment pas quoi faire, j'étais complètement tétanisée car il était évident que j'étais face à des membres d'une loge secrète qui voulaient me mettre face à un défi insurmontable. Yolande, je n'ai pas votre argent, et si c'est une histoire de secte où vous voulez déjà m'impliquer, alors je vous préviens que je n'ai pas l'intention de me laisser faire comme ça. Qui vous a parlé de secte? C'est une condition, soit vous la remplissez soit vous laissez. Prise de peur, je suis sortie de cette salle lugubre en courant comme si j'y avais vu le diable. Une fois dehors, je me suis mise à marcher à toute vitesse pour rentrer chez moi, je n'arrêtais pas de me retourner à chaque fois pour voir si j'étais suivie. Une fois à la maison, je suis directement allée chez Jézabel pour qu'elle me dise ce qui se passait réellement, mais une fois devant sa porte, j'ai remarqué qu'elle était verrouillée et après avoir cogné devant longuement et que personne ne me répondait, j'ai fini par comprendre qu'elle n'était pas là. Je suis retournée chez moi et j'étais complètement en panique, je tournais en rond dans la maison en espérant trouver une idée qui pouvait me sortir de ce pétrin, mais je n'en trouvais aucune. J'attendais impatiemment mon mari pour lui mettre au courant de ce qui m'était arrivé, j'étais tellement angoissée et effrayée que je ne savais quoi faire, je me suis isolée dans notre chambre et je me suis mise à prier. Pendant que je faisais ma prière, je tremblais comme une petite enfant face à sa pire phobie. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui m'avait été dit et la peur prenait possession de mon corps. Je priais avec beaucoup de ferveur et d'abnégation, j'avais très peur même de ce qui allait m'arriver ou dans quoi je m'étais embarquée inconsciemment. J'étais dans la chambre agenouillée en train de prier quand j'ai soudainement entendu le bruit du vrombissement d'une voiture à l'extérieur de la maison, je suis aussitôt sortie pour voir de quoi il s'agissait. À ma grande surprise, je vois mon mari sortir au volant d'une grosse voiture de marque blanche. J'étais sous le choc au point où je perdais mes mots. Yolande, chérie. À qui appartient cette voiture? Aimé, tu me vois sortir à bord et tu me demandes encore à qui elle appartient? Yolande, tu veux me dire par laquelle t'appartient Aimé? Aimé, oui, elle est à moi. J'étais tellement ébahie que j'avais du mal à y croire, j'ai fait le tour de la voiture en la regardant attentivement tant j'étais sous le choc par ce que je voyais. Yolande, ta voiture. Mais où as-tu pris l'argent pour te permettre de t'acheter une telle voiture? Aimé, c'est mon patron qui me l'a offerte, maintenant que j'occupe un poste plus important à l'entreprise, il m'a offert une de ses voitures pour que je l'aide à faire ses courses. Yolande, waouh! Quelle merveille, c'est vraiment incroyable! Merci mon Dieu pour toutes ces bénédictions, j'en suis tellement heureuse. Je pouvais lire la joie et la fierté dans les yeux de mon mari qui scintillaient, il était si enthousiaste et heureux que je ne savais pas comment aborder le sujet de la réunion avec lui, je voulais le laisser redescendre un instant pour lui en parler. Quelques moments après, nous nous sommes retrouvés à table au salon en train de manger, j'ai trouvé le moment propice pour lui parler de cette affaire qui m'effrayait tellement. Yolande, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Aimé, oui, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a mon amour? Yolande, il m'est arrivé quelque chose de bizarre aujourd'hui, tu te rappelles de l'argent que tu m'as donné pour aller payer la dette que je devais, n'est-ce pas? Aimé, oui, pourquoi? Il y a eu un problème? Yolande, figure-toi qu'une fois là-bas j'ai tenu à payer cette dette et, Aimé, je t'ai même dit que la voiture avait un climatiseur intégré? Yolande, s'il te plaît chérie, je sais que tu es très content d'avoir reçu cette voiture, mais s'il te plaît arrête de m'interrompre, laisse-moi aller jusqu'au bout, c'est vraiment important. Aimé, désolé mon amour, je t'écoute, va jusqu'au bout. Yolande, voilà. J'étais de 10 ans que je suis allée pour payer la dette et quand j'ai remis la somme à ces femmes, figure-toi qu'elles m'ont clairement fait comprendre qu'elles ne voulaient que les mêmes billets qu'elles m'avaient remises. Aimé, quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça les mêmes billets, c'est quoi cette affaire? Yolande, c'est exactement la même question que je me suis posée, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce que ces femmes veulent réellement et j'ai peur qu'il ne s'agisse d'une histoire compliquée de loge secrète. Aimé, tout ça m'a l'air suspect, je ne sais pas ce que ces femmes veulent réellement, mais si elles cherchent les embrouilles alors elles vont nous trouver sur leur chemin. Yolande, je t'assure chérie, c'est vraiment inquiétant, on doit faire quelque chose, moi j'ai peur, on ne peut pas rester sans rien faire, il faut. Pendant qu'on était en train de discuter, mon mari se leva brusquement et sortit dehors car il avait entendu les enfants du voisinage qui s'amusaient près de la voiture et il les mettait en garde. Une fois de plus je le trouvais dispersé et pas du tout à l'écoute de ce que je le disais, j'avais l'impression qu'il était subjugué par cette voiture et qu'elle l'absorbait complètement. Il revint quelques minutes plus tard et me dit « Aimé, ne t'en fais pas chérie, on va régler cette affaire, j'ai encore quelques trucs très importants à régler à l'entreprise, je reviens très bientôt. » Et il ressortit aussi vite qu'il n'était rentré, il n'avait même pas fini son repas et il était parti à bord de sa nouvelle voiture me laissant dans l'angoisse et la torpeur. Pendant toute la soirée je n'avais pas la paix intérieure, je regardais par la fenêtre pour le voir rentrer ou Jézabel pour avoir une conversation franche avec elle, mais ni elle ni lui ne rentraient toujours pas. C'est très tard dans la nuit où je m'étais clairement endormi sur le canapé dans le salon à l'attendre que j'ai suivi une fois de plus le vrombissement du moteur de la voiture à l'extérieur, alors je me réveilla, j'avais regardé à ma montre et il était pratiquement 1h du matin. J'ai ouvert la porte et je suis sorti pour voir ce qui se passait dehors, j'ai entendu des bruits bizarres depuis l'intérieur de la voiture et j'ai enfin vu un homme que je ne connaissais vraiment pas sortir du véhicule. « Salut madame. Je suis le collège de votre mari. Nous étions dans un bar pour fêter sa voiture mais nous avons beaucoup picolé et il était déjà en état d'ivresse alors je ne pouvais pas le laisser conduire, c'est pourquoi j'ai décidé de le raccompagner. » Yolande, merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Il n'y a pas de quoi. Après avoir laissé mon mari complètement ivre, ce monsieur s'en alla, j'ai par la suite fermé la voiture et j'ai conduit mon mari directement dans la chambre car il n'était plus en état de prendre un bain ou de faire quoi que ce soit. Nous avons passé cette nuit comme ça, moi dans le stress, je n'arrêtais pas la prière et mon mari que je voyais très insoucieux devant tout ce qui se passait. Le lendemain à mon réveil j'avais remarqué qu'il n'était plus à la maison, il était parti sans me dire au revoir, moi apeuré je suis allé voir de nouveau si Jézabel était là mais une fois de plus je m'étais rendu compte qu'elle n'y était pas. Les jours se succédaient et j'avais l'impression qu'ils étaient les mêmes. À chaque fois que j'abordais le sujet avec mon mari il changeait soit de discussion soit il se mettait à me faire des promesses en l'air. Je était déjà faite à ça, il rentrait chaque jour très fatigué et il allait directement se reposer. À chaque fois que j'attirais son attention sur cette affaire il me répétait sans cesse les mêmes paroles, ne t'en fais pas, on va le faire, on va régler ce problème. Il était devenu un grand procrastinateur renvoyant à chaque fois à demain. Au bout d'un moment je m'étais dit que ce combat était le mien, puisque je ne pouvais pas compter sur lui, il fallait que je règle cette histoire toute seule, mais comment? Je n'avais pas la moindre idée. Il me venait à l'esprit d'aller rencontrer un marabout pour qu'il m'aide avec ce problème en m'aiguillonnant, mais j'avais peur, je n'avais pas le courage d'y aller seule et vu que plusieurs jours étaient passés et que rien d'anormal ne s'était produit, je commençais moi-même à tomber dans la lassitude et la désinvolture. Plusieurs jours s'étaient d'or et déjà écoulés, la peur ne m'avait toujours pas quitté, je restais sur mes gardes et constamment dans la prière, mais l'idée d'une attaque